Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de 64 minutes, le réchauffement climatique pourrait-il paradoxalement nous mener vers un froid polaire? Ces derniers jours, les images ont marqué 0 degré à Cuba, du jamais vu, des alertes sur un possible affaiblissement d'un courant océanique majeur, l'AMOC, et des titres qui annoncent déjà des hivers qui frôlent les moins 20 degrés à Paris. Alors faut-il s'attendre à une Europe glacée ou assiste-t-on à une confusion entre climat, météo et scénario extrême? Pour en comprendre ce qui se joue, Christophe Cassou, climatologue au CNRS, co-auteur du 6e rapport du GIEC et du 7e, est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et en visio, on a Jens Terrar, scientifique chez Climat et Environnement Physique, expert en AMOC et en variabilité naturelle du climat. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors d'abord, Christophe Cassou, l'AMOC, c'est quoi et pourquoi on en parle autant en ce moment? Alors l'AMOC, c'est un système complexe dans l'océan qui se compose de différentes parties, on va dire. La première, c'est le Gulf Stream. Le Gulf Stream qui va transporter de l'eau chaude des tropiques, donc des Caraïbes, vers le nord et qui va se détacher des côtes américaines pour ensuite se transformer en tourbillons, des petits tourbillons, des gros tourbillons qui vont longer les côtes européennes jusqu'aux hautes latitudes, aux latitudes polaires. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi des cheminées dans l'océan. C'est des grandes colonnes où en fait l'eau va plonger en profondeur, puis ensuite revenir au fond vers des latitudes plus tropicales, vers l'hémisphère sud. Et en fait, on le matérialise de manière très simplifiée, peut-être trop simplifiée, on y reviendra, par ce grand tapis roulant qui transporte de la chaleur des tropiques vers les hautes latitudes. Est-ce que l'AMOC, comme on le dit vulgairement, c'est le chauffage central de l'Europe ou est-ce que c'est une image trompeuse? Alors c'est une image trompeuse parce que en fait, ce qui chauffe l'Europe, le fait, par exemple, que Bordeaux soit plus froid que Québec, alors que Bordeaux est à la même latitude que Québec, c'est le fait que les vents viennent de l'Atlantique, viennent de l'océan. Donc c'est parce qu'il y a un océan en amont des vents que les températures sont plus chaudes sur l'Europe. On peut le prouver de manière très simple. Dans le Pacifique, il n'y a pas d'AMOC. Et pourtant, à Vladivostok, en Sibérie, il fait beaucoup plus froid qu'à Seattle, qui est à la même latitude. Pourquoi? Parce que c'est aussi des vents qui viennent de l'ouest. Donc c'est les vents qui pilotent principalement le caractère tempéré, on va dire, de l'Europe. Et l'AMOC, ou ce transport de chaleur, accentue un tout petit peu cet effet-là. Jens Terrar, vous travaillez précisément sur l'AMOC. Comment est-ce qu'il va, l'AMOC, actuellement? C'est compliqué à dire parce que les observations qu'on a, ils existent juste depuis 2004. Donc, on voit que ça commence à s'affaiblir un peu par rapport à ces observations, mais le temps des observations est trop court pour vraiment dire avec certitude que c'est déjà un signal durable ou si on parle encore de la variabilité naturelle. Il y a 44 experts qui parlent d'un possible effondrement. D'autres scientifiques, eux, disent non. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est surtout un problème de vocabulaire. Quand on parle d'un effondrement, on pense souvent à un événement brutal qui se passe dans quelques années. Dans le monde scientifique, on parle aussi d'un déclin progressif sur un siècle. Donc, dans le monde scientifique, on est complètement d'accord que ce déclin, il va arriver. La question, c'est avec quelle vitesse, quand est-ce que ça va, à quel point ça va arriver? Est-ce qu'on va vraiment vers un effondrement complet? Ou est-ce que ça va juste la moitié de l'AMOC qui va plus être là? Et c'est là un peu le désaccord, mais même si on n'a pas un effondrement brutal, mais progressif, les conséquences, elles seraient énormes. Et même déjà, si c'est juste coupé en deux, ça fait un effet drastique sur le climat en Europe et sur la précipitation, les températures et tout ça. Christophe Cassou, vous êtes d'accord avec Jens Terrar? Oui, en fait, on a cet imaginaire d'effondrement de quelque chose qui tombe et puis qui s'arrête brutalement, alors que la baisse de l'AMOC pourra se faire sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs siècles. Comme dit Jens, en fait, le consensus sur la baisse de l'intensité de ce courant est bien présent. Donc cet effondrement, il n'est pas scientifiquement justifié. Donc cet effondrement, en fait, il est
Comme dit Yann, c'est vraiment une question de vocabulaire. Et en fait, je pense que ça rentre un peu dans un imaginaire de nous, humains, on a besoin de faire... On adore se faire peur. On adore voir voilà, des images qu'on a vues récemment de la Seine à Paris qui pourrait être gelée. Et tout ça, je pense que pour le téléspectateur, pour le citoyen, c'est un peu... comment dire, ça met de la confusion. Ça met de la confusion entre une spéculation, c'est-à-dire une baisse de l'AMOC, mais dont l'échelle de temps est inconnue, et puis une science qui est robuste, qui est celle de dire aujourd'hui il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, il faut décarboner nos modes de vie pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de molécules de CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère. Et puis ça aussi, en fait sur l'AMOC, qu'est-ce que ça veut dire, on en fait trop? Je pense pour moi c'est une distraction. C'est une distraction dans le sens où on parle d'un phénomène sur lequel en plus on n'a aucune prise, nous en tant que citoyens. Alors qu'on a une prise, on a une capacité d'agir pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait peur, c'est quelque chose qui est un peu éloigné, et puis donc ça entretient la confusion. Et donc je pense que voilà, il faut revenir sur la science qui est robuste, et puis laisser dans la sphère scientifique les controverses, parce qu'il y a toujours des controverses en science, et la controverse, elle est sur est-ce que la baisse de l'intensité de l'AMOC sera de 20%, de 30% en 2050, en 2100, en 1200. Il y a des facteurs qui jouent pour, il y a des facteurs qui jouent contre, et ça, c'est dans le domaine scientifique. Cette semaine, le vortex polaire est descendu très au sud, jusqu'à Cuba, avec 0 degré enregistré dans la province de Matanzas. C'est un record de froid. Le vortex polaire, déjà, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est lié au dérèglement climatique ou est-ce que c'est un événement météo isolé? Alors, le vortex polaire n'est pas du tout lié au réchauffement climatique. C'est un phénomène, c'est un processus, on va dire, atmosphérique, présent chaque année, en hiver. En fait, c'est un vent comme un tourbillon autour du pôle qui emprisonne les températures qui sont très froides au niveau du pôle pendant l'hiver parce qu'il n'y a pas de soleil. Et puis, ce tourbillon, en fait, n'est pas vraiment circulaire. Il a des méandres. Et ces méandres, quelquefois, s'étalent vers le sud, c'est-à-dire vers la Floride, vers Cuba, comme récemment, ou il peut également s'étaler quelquefois vers l'Europe. Et c'est ce qui conduit à des vagues de froid. Donc, pas de lien avec le changement climatique en tant que tel. Comme disait Yann, c'est une variabilité naturelle, c'est-à-dire des fluctuations spontanées du climat qui fait que, on a des méandres et des coups de froid, même dans un climat qui se réchauffe. Yann Sterrar, est-ce que ce changement climatique rend ces descentes plus probables, plus intenses ou simplement plus visibles? C'est une bonne question. Juste pour revenir sur la question avant, je voudrais juste dire, c'est pas impossible qu'il y ait un effondrement brutal. C'est juste, je pense, la probabilité est faible. C'est une autre question qui s'ajoute à cette discussion. Donc c'est pas impossible, mais la probabilité est peut-être un peu plus faible. Donc pour les vortex, il y a des discussions, des études qui montrent que ça devient effectivement ça arrive plus souvent avec le changement climatique, avec le réchauffement, que les températures froides descendent vers le sud. Mais c'est aussi dans le monde scientifique qui est encore discuté si c'est vraiment le cas, mais on voit des signes que le changement climatique, donc le réchauffement, augmente aussi la fréquence de ces vagues de froid dans le sud à cause d'une instabilité qui est générée dans ces vortex. Christophe, quelles seraient les conséquences de l'effondrement de l'AMOC? Est-ce que l'Europe peut vraiment connaître des hivers polaires? Pourquoi est-ce que ce courant est si important pour l'Europe par rapport au reste du monde? Alors je pense que quand on parle d'Europe, il faut aussi différencier le nord de l'Europe et puis l'Europe méditerranéenne. Le nord de l'Europe, c'est-à-dire la Scandinavie, les zones arctiques, seraient beaucoup plus impactées que le sud de l'Europe si cet AMOC venait à diminuer. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ce courant-là, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il contrôle en partie la trajectoire préférentielle des tempêtes. Des tempêtes qui passent de manière classique de Terre-Neuve jusqu'à l'Europe. Et
ces tempêtes-là, la course préférentielle des tempêtes, c'est-à-dire la zone où elles se situent, peut bouger en fonction de l'intensité de la moque. Donc si la moque venait à diminuer fortement, on aurait beaucoup moins de pluie sur l'Europe, et donc une Europe beaucoup plus sèche, mais également dans d'autres zones de la planète, en particulier l'Afrique. L'Afrique subsaharienne, la mousson qui serait fortement réduite, ça aurait des conséquences importantes. Donc en fait, l'impact serait peut-être plus grave, on va dire, sur les pluies, sur la ressource en eau, que sur la température. Parce que si la moque venait à baisser, ça serait bon peut-être dans 30 ans, 40 ans, ou plutôt puisque la probabilité est faible d'avoir cet effondrement, mais elle baisserait dans un climat qui serait déjà réchauffé. Ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver dans le passé des analogues, des situations qui, avec un effondrement de la moque, qui reproduit des hivers glaciaux. On a eu beaucoup de précipitations cet hiver. Est-ce que c'est signe que la moque va bien ? Non, alors là, on est dans la variabilité naturelle du climat. Il n'y a pas de relation entre les précipitations qu'on a eues sur cet hiver et puis l'état océanique qui est beaucoup plus, on va dire, inertiel au sens dont les fluctuations sont beaucoup plus lentes que cette course de tempête qui varie très rapidement. Vous parliez tout à l'heure de la Seine glacée. Certains parlent d'hiver à Paris qui pourra atteindre les moins 20 degrés. Est-ce que c'est un scénario crédible ou est-ce que c'est de la science-fiction climatique ? Alors, il faut raisonner en termes de probabilité. La probabilité est extrêmement faible d'avoir ce scénario-là. Aujourd'hui, on est dans le réchauffement climatique. Les températures augmentent fortement sur Paris. On a eu un tout petit épisode de froid et puis depuis, plus de gelée, plus rien, alors qu'on est au cœur de l'hiver. Donc, de nouveau, je rebondis un petit peu sur ce que je disais au début. On aime se faire peur. Et c'est un petit peu de la distraction aujourd'hui par rapport aux actions qu'on devrait mener pour lutter contre le changement climatique. Donc ce scénario catastrophe, dans notre jargon, on appelle ça les événements de faible probabilité à haut risque, ou de probabilité inconnue, en fait, à haut risque. Il faut les considérer, mais il ne faut pas les considérer de telle manière dans le sens où ça va arriver. Jens Terrar, on parle de ces scénarios catastrophes. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire peur ? Est-ce qu'on est bien informé ? Je pense pas que complètement qu'on veut nous faire peur. Je pense qu'on veut créer l'attention quand même qu'il y a un risque qui est pas zéro, c'est difficile, comme Christophe a dit, de vraiment le quantifier. Donc on est quelque part peut-être entre 10 et 20%, mais si quelqu'un vous dit d'aller dans un avion et il a une probabilité de 10 à 20% que vous n'allez pas arriver à l'endroit où vous allez et vous allez mourir, vous n'allez pas prendre l'avion à cette probabilité. Donc, je pense qu'il y a une bonne raison de faire peur, mais il ne faut pas oublier tout le reste et que ça reste une probabilité faible. Et souvent, les études, c'est de nouveau quand il y a le monde scientifique, on fait des études pour voir comment ça pourrait être si ça arrive. Ce n'est pas forcément le scénario le plus réaliste parce que là, quand on parlait dans les médias beaucoup de c'est moins 16 degrés à Paris. C'est un scénario de réchauffement plutôt faible et au même temps d'un effondrement de la moque totale. Et l'effondrement de la moque totale, on le voit plutôt dans un scénario où le changement climatique est très fort et on a un réchauffement fort en même temps. Donc ça, c'est contrebalance un peu. Donc je pense qu'on ne va pas arriver à ces températures très fortes, mais quand même moins 10, moins 12, c'est bien possible. Oui. Christophe, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir la moque ? Est-ce que c'est déjà trop tard ou est-ce qu'on peut agir encore sur ces mécanismes ? Alors, pour ralentir la moque, non, pour conserver la moque, on va dire. Pour conserver la moque à ce niveau-là. Ben oui, les solutions, il n'y en a pas 36 000. Diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, arriver à la neutralité carbone, puisque en fait, c'est ces actions-là qui augmentent la probabilité que cette amok diminue. Donc plus on ira vers la décarbonation, moins on aura de chances de vivre ces scénarios-là. Et évidemment, ce n'est pas trop tard. Et il faut lutter contre ce discours-là, un discours un peu de fatalisme et qui amplifie en fait ces événements extrêmes aussi, ou ces événements un peu catastrophiques, pour dire, vous voyez, finalement c'est trop tard. Non,
c'est pas trop tard, c'est des événements de faible probabilité et on connaît les solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il faut les mettre en œuvre. C'est bien noté, il n'est pas trop tard. Merci beaucoup à vous Christophe Cassou et merci à vous Jens Terrard d'avoir été avec nous.